Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais une fois de plus explorer un livret d'instructions, cette fois d'un concours intitulé Name Redacted, qui est un concours qui a été créé par les auteurs Jeffrey Barden et Eric Fox sur un thème qui sera révélé au moment où on commencera l'épreuve. Ça se tiendra entre le 3 juin et le 10 juin, à un horaire que je vous laisse déterminer, à un endroit qu'il faudra trouver. Donc il va falloir suivre les endroits où ces messieurs partagent leurs informations. J'imagine qu'on trouvera ça sur Twitter, sur Facebook, je suis pas sûr. Mais je tâcherai de partager les informations quand il le faudra. Donc c'est une épreuve qui dure 2 heures. On peut valider autant de fois qu'on veut. Seule la dernière validation fera office de réponse. Tout ça, ça sera au travers de Google Forms. Et donc on peut faire ça en compétitif ou en casual, sachant que on peut faire partie d'un classement ou pas selon le choix qu'on fait. Bon, ok. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il va y avoir 30 problèmes répartis en 15 catégories. Il y a un certain nombre de genres vraiment très classiques comme Spiral Galaxies, Akari, Philomino, Tapa et ainsi de suite. Et puis des choses un petit peu plus exotiques comme Acre, qui a été inventé par Eric Fox il n'y a pas si longtemps. Et puis Boston Road que je n'ai jamais vu. Password Pass, j'ai déjà dû le voir, mais c'est assez rare. Et voici donc le barème. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les deux les plus chers sont Kakuro et Ripple Effect, qui sont des genres sur lesquels, a priori, je me débrouille assez bien. Maintenant, ça fait beaucoup de travail pour 2 heures. Et même le tapa à 20 points, je suis pas sûr de le réussir. Alors, je vais présenter un petit peu tout ça. Il y a un certain nombre de genres la plupart des genres, je les ai déjà présentés sur la chaîne. Mais le but de la vidéo, c'est de tout montrer. Spiral Galaxies, le but, c'est de partitionner cette grille en régions. Chaque région doit contenir exactement un point, et ce point est un centre de symétrie de la région. Donc, vous pouvez voir que avec les symétries, on a forcément ça à partir de ce trait. De même là, on a forcément ça et ça. Ça, c'est un trait de séparation entre la région qui contient ce point et la région qui contient ce point. Et par symétrie autour de ce point, on a ça. Et par symétrie autour de l'autre point, on a ça. Ça, c'est forcé à cause de ça. Ça, par symétrie, ça va là. Et de même, ça, par symétrie, ça va là. Ce trait par symétrie va ici. Et puis, il est temps de regarder ça. Ça va forcément avec ça, parce que c'est séparé de cette région-là, et aucun autre n'est en position de le réclamer. Donc, on va étendre jusqu'ici. Et à ce stade, la question va être de savoir ce qui se passe pour les coins. Est-ce que ce coin va avec cette région pour s'étendre jusqu'ici, ou est-ce que toute la ligne est dans cette région? Et j'allais dire, pour le moment, je ne sais pas, mais si on regarde bien, ce coin ne peut pas être avec ça, c'est trop loin, ça ferait sortir de la grille. Ça pourrait être avec ça, à condition de descendre ici, mais si je fais ça, ouais, non, ça ne peut être qu'avec lui. C'est pas avec ça parce que c'est séparé, c'est pas avec ça non plus, et les autres sont trop loin. Donc ça, c'est avec lui, donc ça aussi. Donc ça n'est pas avec cette région. Donc on est sûr que cette région ne prend pas ça, celle-ci non plus. Donc c'est forcément lui. Et on peut scinder comme ceci, par symétrie à ça. Ce qui est là, c'est trop loin de ceci. Par contre, ça pourrait être avec ça. Non, parce que si je viens chercher ça, si je viens chercher ça, je vais montrer. Si je viens chercher ça, j'ai ça,
Et ça ne peut aller avec personne, parce que par symétrie, il faudrait aller chercher ça. Bon, il y a peut-être quelque chose de plus simple à repérer quelque part. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc tout ça pour dire que cette case-là vient avec ça. Et avec ça. Donc ici, il y a une séparation que j'aurais pu tracer, à vrai dire, par la symétrie avec ça. Ici, forcément, il y a une séparation. Par symétrie, je mets ça. Ce coin est forcément avec ça. On a la région comme ça. Maintenant, ça ne peut aller qu'avec ça. Donc la région va faire ça exactement. J'en déduis ça. Et maintenant, lui ici ne peut aller qu'avec ça. Donc ça crée cette séparation et je mets cette séparation pour finir. Bon, j'ai certainement pris beaucoup trop de temps, hein. Freddy Hand aurait résolu ça en environ 7 secondes. Et alors le code solution, la longueur de chaque groupe de cellules dans une région. Donc par exemple en 1A, ça va être 1, 2, 1, 1, 1. Et en 1B, 1, 3, 1, 1. Ici, 1, 3, 1, 1. Akari. Il s'agit de placer des ampoules dans la grille de telle sorte que chaque case soit éclairée par exactement une ampoule. Et les numéros, c'est le nombre d'ampoules directement adjacentes, c'est-à-dire pas en diagonale, de la case indiquée. Bon, alors ce 3 nécessite 3 ampoules, comme ceci. Ensuite, donc ça c'est ce que les ampoules éclairent. On peut voir que ces cases-là ne peuvent pas contenir d'ampoules. Et puis, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de tracer ce trait, et ce trait, ce qui indique que pour saturer ce 2, il n'y a qu'une seule manière, c'est en plaçant une ampoule ici, une ampoule là. Maintenant, cette case ne peut plus être éclairée que par une ampoule ici. Ce 3 a déjà 2 ampoules, il en faut une ici ou une là. Et ce que je remarque, c'est qu'en fait, si j'en mets une là, je n'ai plus rien pour éclairer cette case. Je montre. Si je mets une ampoule ici, je n'en mets pas là, mais aucune case qui éclaire cette case, aucune case ne peut accueillir une ampoule qui éclairerait cette case. Donc ce n'est pas celle-ci qu'on met comme ampoule, c'est celle-là. Il n'y a pas d'ampoule ici et je suis obligé d'en mettre une là pour éclairer. Il me reste à mettre une ampoule ici ou là. Dans tous les cas, il n'y en a pas ici. Et ce que je vais remarquer, c'est que si j'en mets une là, je peux en mettre une là, ça marche. Si j'en mets une là, ah ben oui, en fait, cette case ne peut être éclairée que par elle-même. Comme ça. Donc il n'y a rien ici, le restant saturé, et je mets la dernière ampoule ici. Et pour le code réponse, on doit mettre pour chaque ligne le numéro de colonne où on rencontre la première ampoule. Ce qui fait ici 1, ici 3, ici 5, ici 4, ici 2, ici 1. Et si jamais il y avait eu une ligne sans ampoule, on aurait mis 0. Kuroto. Voici alors en fait, à chaque fois, on a le nom de la personne qui a créé l'exemple. On a un lien pour aller résoudre le problème sur Penpa. Le but, c'est de noircir certaines des cases qui ne sont pas utilisées par des numéros. Et à la fin, le nombre, c'est le nombre de cases reliées à ceci. Le nombre de cases noires reliées à ceci. Alors, j'en ai déjà résolu, peut-être même sur la chaîne. Je vais quand même vérifier. J'ai une vidéo Kuroto 3 grilles d'initiation sur la chaîne où on peut voir
que je ne suis pas forcément super au point là-dessus. Alors, où est-ce qu'on va commencer? Je pense que ce 1 à côté de ce 10, ça fait quand même de grosses limitations. Parce que forcément, la case noire qui va être attenante à ce 1 ne va aller chez personne d'autre. C'est ici, ici, ici ou là. Parce que imaginez que je noircisse celle-là. Bon, ben, le 3 va forcément aller par là ou par là, et ça fera déjà 2 cases noires qui vont vers le 1. Donc je suis sûr déjà de ne pas noircir celle-ci. Ça va être par là ou par là, mais quelque chose me dit que si je vais par là, ça va être très contraignant pour le 10. Parce que si par exemple j'essaye de noircir celle-là, donc il n'y a plus rien qui touche le 1, et alors comment va faire le 10 pour réaliser tout ça? Parce qu'il va être obligé de s'étendre par là, et les cases qu'il va toucher vont toucher aussi le 6. Si j'essaye d'en mettre 6 par là, j'ai pas la place pour en mettre 4 ailleurs. Bon, je crois qu'on peut raisonnablement exclure ce 1. Et j'ai l'impression que si j'essaye de noircir celle-ci, je vais avoir le même problème. De ce côté-là, je peux en mettre 2 maxi à cause de ce 2. Je peux éventuellement en mettre une ici. Et si j'essaye de m'échapper par là, j'en mettrai 6 maxi à cause de ça, ce qui fait un total de 9. Quelque chose me dit que 6 plus 2 plus 1, c'est vraiment fait exprès pour que le 10 dépasse. Donc je pense que je peux exclure ça, noircir celle-là. Donc le 1 est saturé. Oups, je vais juste l'entourer. Maintenant le 3, c'est forcément par là que ça s'étend. Et là, peu importe que j'aille ici ou là, de toute façon, ça va saturer ce 3, qui forcément n'aura rien ici ni là. Mais on va pouvoir exclure ça, parce que le 7 va s'étendre. Pardon, je vais dire, si je termine le 3 ici, ça condamne ça, et le 7 va devoir s'étendre partout par là. Mais tout ce qui va toucher va être touché par le 6 aussi. Ce qui est impossible, puisque le 6 limite à 6, et le 7, il en faut une septième. Donc il va forcément prendre ça ici, ce qui lève l'ambiguïté sur les 3, qui vont forcément s'étendre de ce côté-là. Le 7 est obligé de s'étendre par ici. Je ne sais pas encore de quelle manière il va rejoindre ce 6, mais ça va devoir forcément continuer là, parce que là on en a maximum 3, il en faut au moins 3 autres par là. Et on voit que les 6 qui vont être dans ce groupe-là vont saturer les 2 6 qui sont là. Et je pense qu'on va devoir descendre jusqu'au 10, parce que si on décidait de saturer de cette manière-là, il faudrait que le 10 réussisse à se remplir avec tout le reste, ce qui est impossible. Donc on descend jusqu'au 10. Là, on a un groupe de 6 qui est terminé, qui sature le 7 et les 2 6. Et maintenant, il faut en mettre encore 3 sur le 10. Et pour ça, il faut penser qu'il y en aura 2 sur ce 2. Et si j'essaye d'en mettre 2 sur le 2 de cette manière-là, on voit qu'il n'y aura plus de place pour le 10. Donc les 2 du 2 vont être ensemble, ce qui peut vouloir dire ça ou ça. Et... Ah mais non, j'ai dit n'importe quoi. Le 10, il en a 6 pour le moment, il lui en faut 4 autres. D'accord, il lui en faut 4 autres. Donc il y en aura 2 qui toucheront le 2, il en faut 2 autres. Donc la seule possibilité, c'est ça. Voilà, il fallait remplir au maximum, puisque sur toutes ces cases, il n'y en avait plus qu'une qui pouvait être évitée. Bon, je reconnais bien là Eric Fox qui arrive à faire quelque chose déjà d'un peu sophistiqué avec une grille 6-6.
La réponse, les longueurs des régions noircies dans les lignes colonnes indiquées. Donc ici, ça va être une et une. Il y a ça et ça. Et dans cette colonne, c'est juste une. Voilà le code solution. Bosnian Road. Donc ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. On doit noircir certaines cases. Jusqu'ici, ça va. De manière à former une boucle en forme de serpent. Une boucle en forme de serpent, ça veut dire qu'on va autoriser des choses comme ça, en forme de serpent, c'est-à-dire que quand on rebique, ça ne va pas faire un carré de 2 sur 2, par exemple, et à la fin, ça doit être une boucle. Donc là par exemple, ça ne serait pas possible, parce que si je vais par là, je repars par là et je crée un carré de 2 sur 2, ou bien je vais par là et je vais avoir la boucle qui fait une auto-intersection un peu bizarre. Bon, bref, ça c'est le côté snake-like loop. Et on ne peut pas faire non plus de petites fantaisies de ce genre-là, comme ceci, où il y aurait un point de contact diagonal comme ceci. S'il y a un point de contact diagonal, c'est que ça va se refermer. Il ne peut pas y avoir un point de contact diagonal puis on s'écarte. Ça n'est pas permis non plus. Et puis, donc, dans les numéros, j'imagine que c'est un peu comme du Minesweeper. Oui, c'est ça. Donc, les numéros ne peuvent pas être noircis et c'est le nombre de cases autour de ce chiffre qui vont être noircis. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, évidemment, la boucle ne peut jamais aller dans le coin. Et forcément, on va entrer quelque part là-dedans. C'est-à-dire que ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Dans tous les cas, on est obligé de prendre ces deux-là. Si j'essaye de ne pas prendre ça, je crée un... Si j'essaye de mettre ça et pas ça, je vais avoir un cul-de-sac ici, ce qui ne va pas dans une boucle. Donc j'ai forcément celle-ci. Et de même, si j'essaye de ne pas prendre celle-ci, je vais créer un cul-de-sac comme ceci. Ça n'ira pas. Donc j'ai forcément celle-là. Maintenant, donc, si je prends celle-ci, je vais être obligé de passer de cette manière-là. Mais si j'essaye de faire ça, je vais être obligé de faire ça. Et je dois éviter tout ça, donc je vais passer là et le 1 va être brisé. Donc ça n'est pas ça. Oups. Donc c'est comme ça qu'on va passer. Et forcément, ici il n'y aura rien puisque ça ne branche pas. Je suis obligé de repartir par là. Alors il y en aura 4, mais les 4 ne sont pas forcément tous d'affilée. Il pourrait y avoir le 4e ici. Ou bien là. Mais si je descends là, je vais être obligé ensuite de repartir par là et je vais avoir le même problème autour du 1. Donc je suis obligé de continuer ici, de redescendre. Et comme je ne veux pas passer le long du 1, je vais redescendre par ici. Ça y est, mon 4 est saturé. Je suis obligé de descendre ici et là. Le 1 est saturé, donc je suis obligé de repartir ici. Je ne peux pas fermer la boucle, parce que sinon le 6 ne serait jamais saturé. Donc je suis obligé de passer par là et par là. Ça y est, le 6 est saturé, et je passe par ici pour finir. D'accord. Donc c'est une sorte de snake loop avec du Minesweeper dedans. Pas mal. Je suis assez mauvais en snake, mais avec cette manière de faire, je commence à comprendre des choses. Pour la réponse, comme d'habitude dans ce genre de shading puzzle, on regarde dans les lignes indiquées. Sur cette ligne-là, la réponse est 1 et 1. Là, j'ai 4 et 1 sur celle-ci. Philomino. Philomino, j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas toujours très rapide, mais ça va. Donc le but, c'est de diviser ça en régions.
Et chaque numéro, c'est la taille de la région, et deux régions de même taille ne peuvent pas partager une arête. Donc, par exemple, imaginons que j'ai un 3 comme ceci. Eh bien forcément, ce 3 ne peut pas aller là ni là, parce que ça ferait des régions de 3 qui se touchent par une arête. Alors, pour résoudre ça déjà, les régions 1, ça va. Des deux régions ici sont disjointes. Si je mets un 2 ici, je vais avoir une région de taille 3 en réalité, ou deux régions de taille 2 qui se touchent, ça n'ira pas. Donc ces deux ici doivent être disjoints. Je le marque comme ceci. J'en ai un qui part de ce côté-là. Et puis, ça va partir là ou là. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Je pense qu'il faut se poser la question de ce qu'il y a ici. Si ici c'était un 1, ça voudrait dire que là, il y a quelque chose qui part, qui n'est pas de taille 1, mais ça ne peut pas être de taille 2, parce que les deux se toucheraient. Ça ne peut pas être de taille 3, il n'y a pas la place. Donc ça, c'est pas de taille 1, c'est pas de taille 2, donc c'est forcément une région de taille 3. Et notre 2 est fait comme ceci. Ici, ça n'est ni 1 ni 2, donc c'est forcément un 3 pour aller avec lui. Je ne peux pas étendre plus loin, ça en ferait 4, donc je suis obligé de descendre. Maintenant, ce 4 n'a accès qu'à 4 cases, donc on peut le saturer de cette manière-là. Ce 6 n'a accès qu'à 6 cases, donc pas beaucoup de réflexion avec lui. Ce 2 se fait comme ça. Le 3 ici est obligé de sortir, et ça y est, voilà une région complète, donc ça c'est un 1. Ce 3 ne peut pas s'étendre de ce côté, donc je suis obligé de monter. Si j'essaye de le finir ici, j'aurai une nouvelle région 1 qui touche les deux régions 1. Ça n'est pas possible, donc je le termine de ce côté-là. Et maintenant, là j'ai une région de taille 1. Ça ne peut pas être 1, donc c'est au moins 2. Ça ne peut pas être 3. Donc la seule manière de finir, c'est comme ceci. Et puis, donc en fait, ce qu'on doit saisir, c'est les codes chiffres sur chaque ligne. Ici, 1, 2, 2, 1, 3, 3. Et verticalement, 2, 3, 3, 4, 3, 2. Bon, j'ai pas gardé sous les yeux le barème. Tapa. Alors, Tapa, pas une de mes grandes réussites, mais dernièrement, j'ai réussi à en finir quelques-uns. Le but, c'est de noircir certaines cases, comme ça arrive assez souvent. Et donc, ce qu'on a, c'est que les cases noircies doivent être toutes connectées entre elles. Donc ça, c'est le genre de choses qui mérite parfois de la logique globale que j'ai le plus grand mal à effectuer. On ne doit pas noircir de carré de 2 sur 2. Et alors, oui, bon, je pense que c'est ça qui veut dire par aucun sommet interne n'est complètement noirci. Ça veut dire qu'il ne peut pas être noirci avec les 4 cases autour. On ne noircit pas les cases avec des indices. Et les cases avec des indices, c'est le nombre de cases noircies, les tailles des groupes de cases noircies aux environs. Par exemple, ici, ça pourrait être ça, ça et ça. Un groupe de 1, deux groupes de 1 et un groupe de 2. Et après, bien sûr, il faut que tout ceci aille essaimer d'une certaine manière. Et on voit d'ailleurs que dans ce coin-là, ce n'est pas possible à cause des indices qui sont là. Bon, est-ce que je vais réussir à le résoudre, celui-ci? Ce qui est certain déjà, c'est que j'ai une case noire ici. Parce que si j'en mets pas, pour réaliser ce 1 et ce 2, ici, je ne peux pas les mettre tous, puisqu'il n'y a que 3 cases. Donc je vais être obligé de noircir ça, et ça fait une case noire isolée. Ce qui n'est pas permis par la règle. Même chose ici. Et là, il y a une grande question qui se pose, c'est comment est-ce que ça va pouvoir rejoindre le reste? Sachant que ça ne pourra pas passer par ici, je n'ai pas de 3, je n'ai pas de segment de longueur 3 dans ce voisinage. Donc ça va forcément devoir s'échapper par le bas. Si j'essaye de passer par là, donc forcément ici j'ai rien d'après la règle.
Et la seule manière de continuer, c'est d'aller là, et ça fait encore un groupe de longueur 3. Donc c'est pas par là qu'on s'échappe, c'est par là. Mon 2 est saturé, j'ai le deuxième groupe de 1 qui doit s'échapper. Et la seule manière de partir, c'est de passer par là. Si j'essaye de passer par là, on a déjà dit ça ne marche pas. Donc la seule manière, c'est de passer par là, ce qui fait un groupe de longueur 2 là-dedans. Donc je n'ai rien ici ni là. Et je dois continuer par ici. Je dois avoir deux autres groupes de longueur 1 là-dedans. Et si j'essaye ici, eh ben c'est un groupe de longueur 1, donc je dois fermer. Et il est enfermé, ça ne va pas. Donc j'ai rien ici. Et la seule manière, c'est de noircir ces deux-là. Ça doit s'échapper par ici. Si je décide de noircir ça, par la règle du carré de 2, je suis obligé de ne pas noircir ça. Et je me retrouve avec un groupe complètement isolé. Donc je n'ai rien ici, et c'est par là que je vais sortir. Je ne peux pas noircir ça, sinon ça ferait un groupe de taille 3. Donc c'est de cette manière-là. On doit s'échapper ici et là. Et maintenant, alors, pour finir ça, ça fait partie du groupe de taille 5. Si lui était dans le groupe de taille 1, je devrais mettre des points ici et cette partie-là serait isolée. Donc ça doit rejoindre le groupe de taille 5. On ne peut pas faire le tour ici, ça serait trop long. Donc on passe ici. Et le cinquième du tronçon de taille 5 ne peut pas être là, sinon je serais obligé de fermer là, et cette partie-là serait isolée. Donc c'est forcément ici qu'on rejoint. Et puis le groupe de taille 1 est là, on le relie à tout le reste. Donc on voit que je commence à réussir à faire du tapas facile. Et comme d'habitude, non, pas comme d'habitude, là on doit mettre tous les groupes noircis, pas noircis. Donc ici, on va mettre 2, 1, 3, et en haut 2, 1, 1, 1, 1. À cet endroit, 2, 1, 1, 1, 1. Il faut vraiment faire attention à la description du code réponse. On a tellement vite fait de se tromper. J'allais dire, c'est pas comme dans les sudoku où c'est toujours pareil, mais on arrive aussi à se tromper en sudoku, bien entendu. Star Battle, j'en ai déjà présenté un certain nombre sur la chaîne. Je vais regarder combien il y a de vidéos Star Battle sur la chaîne. Il y en a 6. Dont notamment un Star Battle signé Carrick22, que je salue bien, qui regarde souvent mes vidéos. Le but, c'est de placer dans chaque ligne, chaque colonne et chaque région le nombre d'étoiles indiquées ici. Pour l'exemple, c'est 1, mais il y a fort à parier que dans les problèmes du concours, ça sera 2. Et très important, les cases contenant des étoiles ne doivent pas se toucher, même pas en diagonale. Ce qui veut dire qu'en particulier, dans un carré de 2 sur 2, il y a au plus une étoile. Alors regardons, il y a une étoile là-dedans, donc il ne peut pas y en avoir ici. Voyons. Là-dedans, il y a une étoile, donc je ne peux pas en mettre une ici. Si j'en mettais une ici, ça condamnerait toutes les cases là-dedans. Et sur ce problème-là, comment on va faire? Je pense qu'il faut exploiter les longues lignes, puisque l'étoile dans cette région est soit là, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que si elle n'est pas là-dedans, oui, la case noire est soit là-dedans, soit là-dedans. Si elle est là-dedans, il n'y a rien ici. Si elle est là-dedans, il n'y a rien ici. Donc je viens là. Et puis, si je mettais une case noire ici, il n'y aurait rien là, ni là. Donc ça n'irait pas. Donc je ne peux pas en mettre là. Est-ce qu'il y a d'autres logiques du même genre? Certainement qu'il y a une logique du même genre avec
ce que j'avais fait là. Pas évident. Ouais, je vois pas bien où regarder. Ah, cette case-là. Cette case-là voit absolument toutes les cases de cette région. C'est assez incroyable. Si je mets une case noire ici, ça touche toutes celles-là et ça voit celle-là. Donc il ne peut pas y avoir d'étoile dans cette case. Ce livret d'instructions donne des exemples pas si évidents, hein. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Bon, ça va faire une vidéo horriblement longue, mais de mon point de vue, c'est intéressant. En sachant ça, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est qu'en ayant condamné celle-là, les deux premières colonnes sont entièrement incluses dans ces deux régions. Dans ces deux colonnes, il y a deux cases noires. Dans ces deux régions, il y a deux cases noires, deux étoiles, pardon. Donc c'est les mêmes. Donc je ne peux pas avoir d'étoile ici. Si j'avais une étoile ici, il n'y aurait rien là-dedans. Et il faudrait mettre deux étoiles ici, ce qui n'est pas permis. Bon, ça fait quand même des éliminations un peu longues. Mais... Ah oui, cette case-là, ici, voit toutes les cases de cette région. En tout cas, maintenant qu'on a barré celle-ci, elle voit ces deux cases, parce qu'elle est voisine, et elle voit ces trois cases en ligne droite. Et comme il y a une étoile là-dedans, il n'y en a pas là. Et là, ça commence à être plus intéressant. Il y a une case noire parmi ces deux. Il y a une étoile parmi ces deux cases. Donc je peux condamner le reste de la colonne et ça. Maintenant, j'ai une étoile là-dedans, donc je peux condamner le reste de la colonne. Je vais noter quand même ça. Maintenant, dans cette région, j'ai une étoile là-dedans, donc il ne peut pas y en avoir ici. Et puis... Aïe aïe aïe, c'est encore pas complètement déterminé. Cette case-là voit à la fois ces deux-là et ces deux-là, donc elle ne peut pas contenir d'étoile. Sur cette ligne, l'étoile est soit là, donc ça condamne ces deux cases, puisque mettre une étoile ici empêcherait d'en mettre une là et une là, il n'y en aurait pas dans cette ligne, et pareil pour ça. Maintenant, dans cette région, la case est l'étoile est quelque part par là, donc je peux condamner ça. Dans cette région, l'étoile est là ou là, je peux condamner ça. Sur cette ligne maintenant, l'étoile est forcément là. Sur la dernière ligne, l'étoile peut être là ou là. Mais ça condamne ces deux cases. Donc ça place une étoile ici, ce qui condamne ces deux cases. Et celle-là, donc sur cette ligne, c'est ici. Ça condamne ça. Dans cette région, c'est forcément là. Et pour les deux dernières étoiles, nous y voilà. Ouh! Et bien encore une fois, pour un 6-6 avec une seule étoile, j'ai trouvé que c'était pas donné. Le code, on regarde pour chaque ligne le numéro de la colonne qui contient la première étoile. Et j'allais dire, s'il n'y en a pas, on met 0, mais non, il y a forcément le nombre d'étoiles indiqué dans chaque ligne et dans chaque colonne, donc ça aurait été ridicule. Bon, Cave, ça aussi, on trouve des vidéos sur la chaîne, des vidéos où je suis... Il y en a que deux, et la première fois, je n'étais pas initié du tout, la deuxième fois, peut-être un petit peu plus. Il faudrait que j'en refasse à l'occasion. Le but va être encore de noircir certaines cases. Et les cases noircies ne sont pas forcément connectées entre elles, mais elles doivent toutes être connectées au bord.
ce qu'on appelle un corail. Les cases non noircies doivent contenir en particulier ces cases-là, les cases numérotées. Elles forment la caverne, the cave, et elles doivent être toutes connectées entre elles. Et le numéro, c'est le nombre de cases visibles, y compris elles-mêmes, c'est-à-dire non bloquées par les cases noires. Une logique très importante là-dedans, c'est qu'il est impossible d'avoir une configuration comme celle-ci, une configuration en damier avec 2 cases noircies en diagonale et 2 cases non noircies en diagonale, parce que si je fais ça, bien évidemment, je vais devoir relier ce 2 au 4 d'une certaine manière, et vous voyez que les cases noires qui sont ici ne pourront jamais être connectées au bord si on fait ça. Donc ça indique que parmi ces 2 cases, il y en a au moins une qui va être non noircie, et ce 2 va être saturé par ça, donc je peux noircir celle-là. Ensuite, ce 8 envoie maximum 6 verticalement, et en fait moins que ça, il peut. Puisque si je vais jusqu'à ce 3 envoie beaucoup trop. Donc verticalement, il peut en voir seulement 3, et horizontalement 5 de plus. Donc ce 8 va voir ça, tout ça, et ça c'est une case noire. Donc là, le 8 est saturé, ça c'est une case noire, sinon le 3 enverrait trop. Maintenant, à cause de la logique du damier, ça ne peut pas être noirci. Notons que le 3 voit déjà 3 cases en bas, donc je suis obligé de noircir tout ça. La logique du damier m'oblige à noircir celle-là. Maintenant, la logique du damier m'oblige à ne pas noircir ça. Et notons que, bon, en réalité, ce 5 est obligé de voir jusqu'ici. Maintenant, ce 6. Ce 6 peut voir éventuellement ces cases-là, ce qui en fait 5. Il lui faut forcément au moins une case verticalement. Le 7 voit déjà 6 cases. Il lui en faut une ici ou là. Et j'ai pas l'impression de voir laquelle pour le moment. Notons que ce 3 n'a plus besoin que d'une case, ça sera celle-ci ou celle-là. Mais il n'ira pas rejoindre le 4. Le 4 verra seulement une de ces 2 cases. Et il ne verra pas plus loin. Et il en verra exactement une là-dedans. Il lui en faut donc là j'en suis à 2 cases, comme ça ou comme ça. Il lui en faut donc 2 de plus dans les autres directions. Il y en a maximum une ici, donc il y en a au moins une par là. Je ne peux pas. Donc le 7 ne doit plus voir qu'une seule case verticalement, donc il ne peut pas aller par là. Il va aller vers le bas, et je suis obligé de noircir ça. Les cases noires doivent rejoindre le bord, donc je suis obligé de sortir ici. Et puis, bien sûr, on regarde bien, la seule manière de rejoindre le bord, c'est d'aller là. Puisqu'ici, c'est bloqué. Donc je suis obligé de relier le corail comme ceci, donc le 3 va se saturer de cette manière. Le 6 maintenant. Maintenant que le 6 est bloqué de ce côté-là, il est obligé de voir toute la colonne. Je suis obligé de noircir ceci. Parce que sinon, si je ne noircissais pas, le 2 verrait 3 cases au total. Maintenant, à cause du damier, je suis obligé d'aller par là, ou tout simplement pour faire sortir le 2, et je noircis ceci pour terminer l'affaire. Voilà donc une résolution de ce problème de cave. Et comme un peu plus tôt, on regarde les longueurs de tout ce qui est noirci, non noirci. Donc sur cette ligne, ça va être 1, puis 3, puis 2. Et sur la colonne, 2, puis 2, puis 1, puis 1. Voilà les codes réponses pour ce problème. Slitherlink. Ah, ça, on en trouve sur Sudokanar du Slitherlink. Il y en a même qui sont signés Sudokanar. Il y a 13 vidéos de Slitherlink, dont une intitulée Création d'un problème de Slitherlink. Donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Et puis évidemment, vous pouvez trouver de quoi vous entraîner à bien d'autres endroits. Le but, c'est de tracer une boucle
le long, le long des cases en pointillé, une unique boucle, et chaque numéro, c'est le nombre de cases utilisées de segments utilisés par la boucle autour de l'indice. Par exemple, autour de ce 0, il n'y a rien. Autour de ce 3, il y a ces 3-là. On est obligé de continuer comme ça. Pour ce 2, il n'y a plus qu'une seule manière de faire, puisqu'on a condamné un coin. Ce 1 étant saturé, je suis obligé de partir par là. Ça aussi. Le 1 dans le coin, je ne peux pas entrer dans le coin, sinon je suis obligé d'utiliser 2 arêtes. Je peux condamner ce 0 et les cul-de-sac que ça crée. Ce 2 ici, on voit qu'il y a un coin. Si j'entre dans le coin, j'en sors, et si j'entre pas, ben, j'utilise les deux autres cases. Donc c'est soit ça, soit ça. Et dans les deux cas, je suis obligé de venir d'ici. Oups. Là, il reste du choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, on voit que je condamne ça et ça. À cause du cul-de-sac, je vais là, et le 3 n'est plus faisable. Donc je passe de l'autre côté, et la seule manière de finir le 3, c'est comme ça. Pour ce 2, je suis obligé de faire ça. Et maintenant, est-ce qu'on passe par là? Ou est-ce qu'on ferme ici et qu'on revient par là? Ben, en fait, c'est ça qui donne la réponse. Je suis obligé de partir vers la droite. Donc ici, je suis obligé de faire ça. Ça, à cause du 1, je dois m'écarter et j'arrive là. Ici, il va falloir faire attention à ne pas refermer. Il va falloir voir ce qui se passe par ici. À cause du coin, soit je fais ça, soit je fais ça. Si je fais ça, je ferme là. Ah oui. Si j'essaye de faire ça, je suis obligé de fermer là et là et là, et de faire ça, et mon 3 n'est plus faisable. Donc, je vais passer plutôt là. Je ne peux pas fermer la boucle, donc je pars par ici. Tout ça ne peut pas être utilisé. Le 3. Alors, comment est-ce que je passe? Comme ça ou comme ça? Ben, comme ça ne marche pas. Donc, c'est forcément comme ça. Je ne peux pas fermer la boucle, donc je repars par là et par là. Et mon 2 est saturé, donc je suis obligé de finir vers le haut. Voilà qui ferme la boucle. Les solutions, on regarde le nombre, donc les longueurs des groupes à l'intérieur et à l'extérieur. Donc en fait, on va regarder le nombre de groupes séparés par des traits verticaux. Et ici, les tailles des groupes séparés par des traits verticaux. Et ici, les tailles des groupes séparés par des traits horizontaux. Ce qui va donc faire 1, 1 et 4 ici. Et 4, 1 et 1 ici. 1, 1, 4, 4, 1 et 1. Kakuro. Bon ben, Kakuro, ça c'est un de mes genres de prédilection. Dans chaque case, on place un chiffre entre 1 et 9. Sur chaque alignement, sous-entendu alignement non interrompu par des cases grises, les chiffres doivent être tous différents et leur somme est indiquée. Donc ici, le 11 admet une seule décomposition qui est 1, 2, 3, 5. Pour le 29, c'est 5, 7, 8, 9. Donc il y a forcément un 5 à l'intersection. Le 16 avec deux chiffres, c'est forcément 7 plus 9. Le 23 avec 3 chiffres, c'est forcément 6, 8, 9. À l'intersection, c'est un 9. J'ai un 7 ici. Là-dedans, c'est 9 et 8. Là-dedans, c'est 8 et 6. Mais le 24, c'est forcément 9, 8, 7. Donc, il n'y a pas de 6 dedans. Ça n'est ni 7 ni 8. Donc, c'est un 9. J'ai un 8 là-haut. Un 7 ici. Pour compléter le 9, ça fait 2. J'en suis à 8. Il me faut encore 7. Sans utiliser le 2 ni le 6, c'est forcément 4 et 3. Ici, il me faut 1, 2 et 3. Le 1 n'ira pas ici, c'est 2 ou 3.
avec un 9 ou un 8. Mais le 9 est trop gros pour ce 11. 9 plus 1 plus 2, ça fait 12. Donc ça ne peut être que le 8, avec un 1 et un 2 pour arriver à 11. J'ai aussi un 1 et un 2 par là. Donc ici, j'ai une paire 1 et 2, comme dans un sudoku. La somme fait 3 pour compléter à 8. J'ai besoin d'un 5 ici. Ça me donne un 3 là pour compléter ce 8. Ça libère le 3 et le 4. J'en suis à 7 ici, on doit arriver à 13. Donc ça plus ça doit valoir 6. Le 2 ici ferait répéter le 4. Donc c'est un 1. Ça lève les dernières ambiguïtés et on place un 5 ici. Voilà donc pour ce miniature, ce Kakuro miniature. Et là aussi, on peut en trouver un certain nombre sur la chaîne des Kakuro. Il y a 20 vidéos de Kakuro, certaines en anglais, avec notamment ces variantes incroyables de Freddy Hand. Et puis quand même quelques Kakuro normaux de temps en temps. Et puis le code solution, c'est tout simplement le contenu des lignes. Ici 5, 7, 8, 9 et 1, 2, 5, 3 pour la colonne 1B. Yaji-san Kazu-san, je ne suis pas sûr d'en avoir déjà présenté sur la chaîne. Eh bien si, en fait, Yaji-san Kazu-san, il y a une vidéo avec 3 grilles d'initiation publiées le 4 octobre 2020. Donc je vous suggère de le chercher pour voir un petit peu la logique qu'on a là-dedans. Le but, c'est de noircir certaines cases. Les cases noircies ne doivent pas être adjacentes, mais elles peuvent se toucher par un coin. On peut avoir une case noire comme ceci, une case noire comme ça. Les cases non noircies doivent être toutes connectées entre elles. Ce qui fait par exemple que si on a les cases noires comme ceci, celles-ci ne sont pas noircies et celles-ci non plus. Sinon, on aurait un problème. Sinon, si on noircissait celle-là, celle-là serait déconnectée du reste. Et lorsqu'une case n'est pas noircie, si je partais de cette hypothèse, ce 2 ne serait pas noirci, et dans ce cas-là, les indices chiffrés non noircis indiquent le nombre de cases noires dans la direction de la flèche. Et par contre, ce 3 qui est noirci, on n'en sait rien. Il peut être vrai, il peut ne pas être vrai. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Par où est-ce qu'on commence ? Eh bien, j'ai envie de commencer par ce 3, parce que si ce 3 n'est pas noirci, s'il est correct, la seule manière de noircir 3 cases, c'est comme ça. Auquel cas, ce 3 est correct, et la seule manière de noircir 3 cases, c'est de faire ça. Et ce faisant, j'ai une case non noircie qui est isolée du reste. Donc, ce 3 doit être noirci. Ça n'est pas noirci, donc ce 2 dit la vérité, il y a vraiment 2 cases noires par là. Même chose ici. Si je décide que ce 3 n'est pas noirci, je vais mettre 3 cases noires ici. Je ne suis pas sûr. Attendez. Si je fais ça, ce 3 n'est pas... Il fait ça, donc ce 3 fait ça. Et ce 3... Ah en fait, ouais, on va faire plus direct. Ce 3 ne peut plus être réalisé. Je n'ai pas la place pour noircir 3 cases ici. Donc je suis sûr que ce 3 doit être noirci puisqu'il ne peut plus être réalisé. Donc ces cases sont correctes. Celle-ci aussi pour la connectivité ou la connexité comme on dit. Donc ce 2 a raison. On a déjà une case noire ici. Il doit y en avoir une parmi ces deux-là. Et je n'ai pas l'impression de pouvoir décider laquelle pour le moment. Par contre, ce 3 ne peut plus être réalisé puisque on a une case noire, on ne peut pas en mettre deux là-dedans. Donc ce 3 doit être noirci. Ce 2 est correct. Maintenant, je dois noircir 2 cases là-dedans. Il y a une seule manière de faire ça. Et là, par argument de connexité, ça et ça ne doit pas être noirci. Ensuite, il y a un côté amusant ici, c'est que si ce 0 n'est pas noirci, alors il dit la vérité et ça, on ne le noircit pas. Et si le 0 est noirci, alors ça, on ne le noircit pas non plus. Donc ça, c'est sûr que c'est pas noir. Et il y a la même chose avec ce 1 ici.
Si ce 1 dit la vérité, comme il y a déjà une case noire ici, celles-ci ne sont pas noires. Et si par contre je noircis ce 1, eh bien je ne noircis pas cette case non plus. Ce 3 maintenant ne peut plus être réalisé puisqu'il n'y a pas la place pour mettre deux cases noires ici. Donc je noircis ce 3, ça n'est pas noirci. Donc maintenant que ce 1 dit la vérité, ça forcément ça ne peut pas être noirci, donc ce 1 dit la vérité aussi. Ce 2 nous oblige à noircir ces deux cases-là. Toujours un argument de connexité qui m'oblige à ne pas noircir celle-là, ni celle-là. Pour satisfaire ce 1, je noircis cette case. Et pour satisfaire le 2, je noircis celle-ci. Et on peut vérifier que les cases non noircies forment bien une région connexe. Et encore une fois, toutes les longueurs de groupe noirci, pas noirci. Donc je vais avoir 4, 1, 1 ici, 2, 1, 2, 1 là-dedans. Double choco. On doit diviser la région, la grille en régions. Et chaque région contient une composante de chocolat blanc et une composante de chocolat gris. Et les deux composantes sont des régions de même forme à rotation et réflexion près. Donc, par exemple, si ce 4 est comme ceci, il doit être accolé à un 4 en forme de L, par exemple comme ça. Et ça, c'est une région qui satisfait la condition, à tel point que je serais presque pas surpris que ce soit ça. Et puis, ben c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, pour débuter ce problème, le 2 qui est là, la seule manière d'être accolé à un 2, c'est comme ceci. De même, ce 2, la seule manière qui est là pour être accolé à un 2 gris, c'est comme ça. Celui-ci, la seule manière, c'est de se connecter à ça. Ça va avec ça, c'est la seule manière. Ça aussi. Ensuite, ben les deux qui sont là, il y a deux choix, ou bien c'est là, ou bien c'est là. Ce qui est sûr, c'est que ça va comme ça. Et maintenant, la forme qui contient ce 4, ça peut être un L comme ça, un L comme ça. Mais ça ne peut pas être une barre, parce qu'à aucun moment, ça ne sera connecté à une barre toute blanche. Donc c'est forcément un L, ça va prendre au moins ces trois-là. Et je ne peux pas éviter ce 4. Si j'essaye de faire quelque chose comme ça, ce 4 est complètement isolé, il ne sera jamais dans une région de taille 4. Donc, c'est de toute façon connecté à ça, et la seule manière de réaliser un L, c'est de faire ça. Donc, il y a forcément ça dans ma région, ce qui va découper au moins ici. Donc, ça, c'est avec ça c'est avec ça. Et je suis obligé de prendre ça, sinon la case aurait été isolée. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Et c'est de cette manière qu'on termine la région avec les deux dominos. Et puis, donc sur la ligne, on regarde les longueurs de groupe qui sont dans une région. Donc 3, 1 et 2. Donc on regarde les longueurs séparées par les traits verticaux, encore une fois. Et ici, les longueurs séparées par les traits horizontaux. Ce qui va faire 2, 1, 2, 1. Ripple Effect. On en trouve sur Sudocanard. On trouve deux vidéos de Ripple Effect. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Ripple Loop, que j'avais complètement oublié. Mais on a donc deux vidéos de Ripple Effect. Donc je peux vous y renvoyer si vous voulez voir ce que ça donne. Le but, ça va être de mettre dans chaque case un numéro. Et dans chaque région, on met les numéros qui correspondent à la taille, par exemple. Les numéros en partant de 1, par exemple, là-dedans, on doit mettre 1, 2 et 3. Là-dedans, 1, 2, 3, 4. Là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1. Et le principe, c'est que à chaque fois qu'on a sur une même ligne ou une même colonne deux exemplaires d'un même chiffre,
eh bien, le nombre de cases entre ces deux chiffres doit valoir au moins le chiffre en question. Donc si on a deux 2 qui sont sur une même ligne, il doit y avoir au moins 2 cases entre les deux. Voilà donc la contrainte. Donc avec ce 1, je sais déjà que je n'ai pas de 1 ici. Il doit y avoir au moins une case entre deux exemplaires d'un 1, et ça donne ça. Ensuite, cette case n'est ni 1 ni 2. Dans cette région, c'est forcément un 3. Et notez qu'ici, si j'ai un 1, là, je ne peux pas avoir un 1. Et en fait, si j'ai un 2, je ne peux avoir de 2 dans aucune de ces deux cases, ça n'irait pas. Donc ça, c'est un 1, ça, c'est un 2, et c'est forcément 2 ici et 1 là. J'ai pas de 2 là-dedans. Là-dedans, j'ai pas de 3 non plus. Ça peut encore être 1 ou 4. Je n'ai pas de 2 dans ces deux cases, ni là, donc j'ai un 2 ici. Le 1 ne peut être ni là, ni là, donc il est là. Ça peut être un 3, il y a 3 cases entre les deux. Ça peut être 3 ou 4 indifféremment. Notons que 2 n'est pas là ni là, donc il est là. Maintenant, le 2 n'est pas là, ni là, ni là, donc j'ai un 2 ici. Les 2 ici permettent de placer un 2 là. Et puis, le 2 n'est pas là, ni là, donc il est là. Là, j'ai mis les chiffres que je pouvais placer avec certitude. Maintenant, je vais devoir commencer à écrire des candidats. Par exemple, dans ces deux cases, c'est 1 ou 3. J'ai 3 ou 4 ici. 1 ou 4 là. 3 ou 4 ici. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 3. Non, pardon, 1, 3 et 4. Le 2 qui n'est pas là est quelque part là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Il y a forcément un 1 là-dedans avec un 3 ou un 4. Je pourrais avoir 3 ici et là. 2. J'ai un 2 par ici. Donc ça, c'est 1, 3 ou 4. Et ça peut être 3 avec 3 ici. Ah, Bobbins. Ça, c'est pas le 1. Je regarde pas au bon endroit, c'est sûr. Pas envie de bifurquer. Et à un moment, il va falloir faire une semi-bifurcation, je pense. Ah, ça, c'est pas un 3. Bon, allez, je vais noter plus de candidats. On va voir si je m'en sors. Donc ça, c'est un 4 ou 5. Ah, c'est moche. 3, 4 ou 5. Ah, mais ça peut pas être un 3. Parce qu'il empêcherait de placer un 3 là-dedans. Donc ça, c'est 4 ou 5. Notons que le 5 ne gênera personne. Il y a une seule région de taille 5 dans ce problème. Ça, c'est pas un 2. Ici, je peux pas avoir de 3. Ici, je peux pas avoir de 1. Le 3 peut aller avec un 3 ici. Qu'est-ce que je rate? Il me faut un 3 là-dedans. Le fait que j'ai besoin d'un 3 là-dedans, qu'est-ce que ça indique? Si je mets un 3 ici, ça met un 3 là et un 3 là. Ah oui, si je mets un 3 ici, donc dans cette région, je ne peux le mettre que là, et dans cette région, je ne peux le mettre que là, et je n'ai plus de 3 possible ici. Donc je ne peux pas mettre le 3 ici,
je le mets là. C'est interdit de placer un 3 ici. Un 4 ou 5 là. Et je crois que j'ai la même blague avec les 4. Si je mets un 4 ici, ça force un 4 là, puis là. Et 4 ici et là, je n'ai plus la possibilité de placer un 4 ici. Donc ça ne peut pas être un 4. Et donc... Et en fait, si je mets un 4 ici, j'ai le même problème. Si je mets un 4 ici, donc ça force... Ah non, je peux encore avoir... Oui, donc si je mets un 4 ici, ça force à avoir un 4 sur cette ligne. Et encore une fois, j'ai l'impossibilité de mettre un 4 dans cette région. Donc ça, c'est pas un 4, c'est un 1 ou un 3. Si je mets un 4 ici, j'ai le même problème. Si je mets un 4 ici... En fait, tout simplement, il y a un 4. Si je mets le 4 ici, j'ai un 4 là. Si je mets le 4 ici, ben dans les deux cas, je ne peux pas avoir de 4 ici. Donc j'ai le 4 là. Pas de 4 ici, pas de 3 là. Dans cette région de taille 5, le 4 va forcément ici. Et maintenant, dans cette région, le 4 est là. Ce qui permet de placer ce 1. Le 3 qui est là, interdit le 3 ici et le force à cet endroit. Et le 4 que j'ai juste au-dessus force ceci à être un 2. Et je récupère le 4 ici. Les 4 maintenant force à mettre un 4 ici. Ce qui place ce 3, ce 4. Ce 3 force ce 1 et ce 3. Le 2 n'étant pas là-dedans, il est ici. Avec un 1 et un 3. Là-dedans, j'ai un 1 et un 3. Donc ça ne peut pas être un 3. C'est un 1. Donc ça, c'est un 3. Là, j'ai un 1. Celui-ci force le 5 et le 1. Ouh, bon, j'ai sûrement raté des déductions plus faciles, mais non d'une truffe. Alors, pour le code solution, on saisit simplement le contenu des lignes ou des colonnes. Eh bien, ce livret d'instructions est très instructif, c'est le cas de le dire. Oh, je sens que celui-ci va encore pas être donné. Acre. Acre, j'ai fait une vidéo d'introduction il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Dans les 2 vidéos d'introduction où j'ai résolu les 2 premiers problèmes créés par Eric Fox, puisque c'est lui qui a inventé ce jeu. Le principe, on doit noircir certaines cases de telle sorte que des cases noircies soient toutes connectées entre elles, et on n'a jamais plus de 3 cases d'une même couleur, c'est-à-dire jamais plus de 3 cases noires et jamais plus de 3 cases non noires d'affilée. Voilà quelle est la règle. Alors déjà, on va pouvoir voir que ici, il est impossible que les deux 1 soient sur la même ligne, puisque si je mets les deux 1 sur cette ligne, je vais avoir 4 cases blanches ici d'affilée, ce qui est interdit par la règle. Donc je vais avoir un 1 sur cette ligne, un 1 sur cette ligne, ou un 1 comme ça. Mais déjà, vous pouvez voir que si je noircis un de ces deux-là et un de ces deux-là, la case noircie ici ne sera jamais connectée au reste de la grille. Donc c'est forcément ici ou là qu'on a noirci, et on est sûr de ne pas noircir ces deux-là. Ensuite, la case qui est noircie ici doit s'échapper, donc ça ne peut pas être celle-ci. C'est forcément celle-là. Elle doit s'échapper, et pour s'échapper, elle est obligée d'emprunter ces deux-là, et de passer ici. Et
On a déjà 3 cases noires d'affilée, donc ça c'est pas noirci. Celle qui est là va s'étendre vers le bas, après il faudra voir. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins une de ces deux-là va être noircie, parce que dans le cas contraire, ça ferait 4 cases blanches d'affilée. De même, il y a au moins une de ces deux-là qui est noircie, ce qui veut dire quoi? Que si ça s'échappe en passant par ici, ça va être ces deux-là. Je m'apprêtais à dire celle-ci ne peut pas être noircie, mais en fait on pourrait imaginer un chemin comme ça. En fait non, on ne peut pas imaginer un chemin comme ça, puisque ça ferait 3 cases blanches comme ça. Donc, la manière dont ceci vient rejoindre ça, il y a peu de liberté pour passer là-dedans. Mais il faut bien penser à une chose, c'est qu'il y a une des deux lignes ici qui va être vide, et il y aura forcément quelque chose par là pour compenser. Par exemple, si je décide de noircir ça et ça, de blanchir ça et ça, je vais avoir au moins une case noire en bas. Et comment est-ce que je vais aller la chercher, cette case noire? Parce que si j'essaye de passer par là, ah ben c'est la même problématique. Si je fais ça... Ah, mais non. Ah, c'est ce que j'avais essayé d'exclure juste avant. Non, ça peut marcher. Et, non. Et on peut imaginer quelque chose comme ça. Et ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution. On peut vérifier. Il n'y a pas d'alignement de plus de 3 cases d'une même couleur. Mais je suis allé la deviner, pour ainsi dire, l'intuiter. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est la seule manière de faire? Donc, mon intuition, c'était que la seule manière d'aller rejoindre des choses par là, c'était dans ce goût. Alors, quand je pense que j'avais placé les points blancs ici, dans l'idée de créer une contradiction, et en fait, ça m'a finalement permis de bifurquer une solution. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de passer par là? Si j'essaye de passer par le haut. C'est-à-dire que la seule manière, c'est d'aller comme ça. Et c'est impossible, tout simplement, parce que ça ferait 3 cases noires, ça ferait 4 cases noires d'affilée. Donc, la manière dont on traverse ça, ça ne peut pas être ça. Il faut bien voir que pour passer de la droite vers la gauche, il va bien falloir traverser pour de bon. Et si j'essaye de faire ça, je ne peux plus traverser. Hein, je peux éventuellement prendre cette case noire, mais jamais je franchirai cette colonne. Donc je crois que la seule manière de faire, c'est vraiment donc, pas de passer par là, mais de rejoindre par ici. Je pense qu'un raisonnement global montre qu'on est obligé de passer par là. Et la seule manière de rejoindre, c'est de passer ici, comme ceci. Bon, je suis obligé de prendre ces 3 cases noires. Et celle-ci, pour éviter d'avoir 4 cases blanches d'affilée, je suis obligé de sortir par ici. Je n'ai pas 4 cases noires d'affilée. Je suis obligé de passer par là pour rejoindre la cage du haut. Et alors, est-ce que je vais par là ou par là? En fait, ici, je vais forcément avoir au moins une case noire. Et pour la rejoindre, je suis obligé de descendre.
Ça fait 3 cases noires. Donc maintenant, pour rejoindre les endroits incriminés, je suis obligé d'aller là. OK. Donc voilà pour la résolution de ce problème 6,6 qui encore une fois n'était pas donné. Et comme d'habitude, on donne les régions de ce qui est noirci, de ce qui n'est pas noirci. Je ne serais pas surpris d'avoir fait une erreur dans le code solution au début de la vidéo. Dernier genre proposé, password path. Le but c'est d'aller de là à là en formant ce mot autant de fois qu'il le faudra. Ici on est dans une grille 5,5, c'est des mots de longueur 5, donc on doit former 5 fois de suite vext pour aller de V à D, sachant qu'on peut se promener, on va utiliser chaque case exactement une fois et on peut se déplacer en diagonale. Et donc si on essaye de partir du V, on pourrait imaginer ça, mais si on fait ça, on voit que ce V va être isolé, on ne pourra plus jamais le faire suivre d'un E. Donc c'est pas par là qu'on part, on va forcément prendre un chemin qui va passer par ce X au départ, comme ça ou comme ça. Et ensuite on va repartir par un des deux E, il faudra aller vers un D. Et là je suis presque tenté de dire que c'est vers ce D qu'on va partir et pas vers celui-ci, sinon il n'y aurait pas unicité. Parce que si je fais ça et si je fais ça, ça n'a aucune influence sur le reste. Donc dans un cadre de speed solving, je pourrais utiliser l'argument d'unicité pour décider que je pars vers ce D, mais il doit y avoir une autre raison pour ça. Et une autre raison pour ça, ça doit être ce qu'on fait en partant vers la fin. Ou disons qu'il y a des connexions qui sont obligées. Par exemple, ce D va forcément être suivi de ce V. On peut regarder, de même ce V est forcément précédé de ce D. Même chose ici, même chose là. Ce qui peut permettre de construire des portions intermédiaires de notre chemin. Et maintenant, donc, le D va vers ce V va forcément être relié à ce X en passant par un des deux E. Et ensuite, on partira vers ce D, je pense, qui continuera sur ce X. Mais après, ça ne semble pas unique. Ah! Le chemin ne peut pas se croiser lui-même. Ok, ah voilà, voilà la règle. Donc c'est pas une histoire d'unicité, c'est que si je faisais ça, le chemin se croiserait lui-même et ça n'est pas permis. Donc je suis obligé de faire comme ceci. Ok, bien, je préfère. Et maintenant, si on regarde bien, dans ces conditions, quand on va terminer sur ce D, ça ne peut pas passer par là, c'est forcément sur ce E qui va venir d'un des X. Et ça va forcément être celui-ci, puisque sinon... Non. Ah mais non, pardon. Ok. Je suis allé un peu trop vite en besogne. Non, ça c'était vrai. C'est ce que j'ai dit autour de ça qui était incorrect. Alors, cette partie-là, c'est vrai que je ne peux pas faire ça, sinon je suis obligé de croiser le chemin, soit comme ça, soit comme ça. Donc c'est forcément comme ça que je pars. La question c'est est-ce que je vais vers ce D ou vers ce D. Sachant que ce D va être suivi de ce V. Et ce que je vois, c'est que vers la fin, donc je suis obligé de venir de ce X, parce que si j'essaye de venir de ce X, celui-ci va être isolé. Donc ce X vient de ce E, qui lui-même vient de ce V. Donc ça, c'est à la fin. Donc je vais devoir continuer mon chemin du début par là. Et maintenant, pour éviter de croiser, c'est forcément comme ceci.
Ensuite, le V doit partir vers ce E. Ça fait ça. Et je complète comme ceci. Voilà. Donc la clause que ça ne doit pas se croiser est extrêmement importante. Sinon, ça ouvrait la voie à plein de possibilités. Mais pour éviter de déconnecter le reste, ça limite largement les choses. Et maintenant, je commence à comprendre pourquoi ça va être possible de résoudre ça par de la logique. Ensuite, les longueurs de groupe consécutifs. Donc ici, on en a 2, 1 et 2. 1, 2, 1, 1 dans cette colonne. Alors, je vais revenir sur les problèmes du début pour voir si mes codes solutions étaient bons. Ici, oui. Ici, oui. Ici, je m'étais trompé. Sur Kuroto, j'avais juste vu shaded, je n'avais pas vu unshaded, c'est-à-dire que le code solution n'est pas ici 1 et 1, mais 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Et puis, dans la dernière colonne, j'ai 3, 1 et 2. Et non pas 1. Voilà, donc il y avait une erreur. Rectifiée. Pour Boston Road, même chose. Sur cette ligne, ça va être donc 2, 1, 2, 1. Et puis 4, 1, 1 sur cette colonne. Et ensuite j'avais la bonne réponse. Cette vidéo est effroyablement longue, mais il faut reconnaître que les problèmes posés n'étaient pas tous complètement triviaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.